On vous parle encore sur Boursorama de l'IFI. Non, ce n'est pas une marotte évidemment, sauf que là, manifestement, les premières déclarations semblent un petit peu problématiques. On en parle avec Maître Jérôme Barré. Bonjour. Bonjour David. Avocat associé au cabinet Franklin. L'info, et là elle est importante parce qu'elle a des conséquences. L'administration fiscale, le fisc, vient de reporter d'un mois la date limite de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Pourquoi ce report? Est-ce que ça signifie qu'il y a un bug quelque part, et comment est-ce que l'administration justifie ce report d'un mois? Si tout va bien, pourquoi avoir reporté d'un mois, laisser plus de temps aux contribuables? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est favorable, les textes fiscaux qui sont écrits aujourd'hui sont mieux écrits qu'ils ne l'ont été dans le passé. Sauf que là, on est sur un nouvel impôt, on ne parle plus de l'ISF, on parle de l'IFI. L'IFI, c'est tracer l'immobilier et le taxer entre les mains des redevables, des personnes qui ont un actif net supérieur à 1,3 million. Sauf qu'on a des sujets compliqués, et ces sujets compliqués, il va falloir les traiter. Par exemple, on va parler des comptes courants tout à l'heure, mais par exemple, on nous a dit, pendant toute la campagne et pendant toute la loi de finances, qu'on bénéficierait pour l'habitation principale de l'abattement de 30%, et que, comme avant, mais que si l'on avait un prêt en face, on tiendrait compte de 100% du prêt. Or là, l'administration nous dit, non, on ne tiendra compte que de 70%. Dans la notice, on nous dit, on ne tiendra que 70% du prêt. Ça, pourquoi? C'est pas positif. Ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment dans la loi, ou est-ce que c'est quelque chose que l'administration veut nous faire passer? Donc ça, c'est un sujet à traiter. C'est hyper intéressant, Maître, mais pourquoi ce report d'un mois? Qu'est-ce qui cloche? C'est quand même rare que quasiment le jour J, on vous laisse un mois de plus. Alors, l'administration entend nous donner des commentaires au plus tard le 8 juin prochain, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc j'ai expliqué ça, c'est assez clair, c'est oui ou non, est-ce qu'on pourra imputer 100% de la dette? Mais là où c'est un peu plus compliqué, c'est sur les comptes courants. C'est 70% de la dette maintenant, ou c'est pas clair? Pour moi, ça ne l'est pas. Est-ce que c'est dans la loi ou est-ce que c'est quelque chose qui est rajouté par l'administration fiscale? Vous savez, l'administration fiscale, elle analyse les textes, elle en fait son propre commentaire, et ce commentaire, elle le publie. Et ce commentaire qui est publié, il faut savoir que c'est la pensée de l'administration. Est-ce que, lorsqu'on produit ça, quand on remplit sa déclaration, est-ce qu'on prend le risque de s'opposer à l'administration en considérant que ce n'est pas forcément la loi, ou est-ce qu'on considère que l'administration a raison parce que c'est l'administration? Ça, c'est un premier sujet. C'est un sujet de principe, même. Le deuxième sujet, ce sont les comptes courants. Les comptes courants, on nous dit que quand vous avez des comptes courants, la première hypothèse, c'est qu'ils sont exclus. Par principe, les comptes courants, je dirais familiaux, personnels, que vous avez engagés. Qu'est-ce que c'est qu'un compte courant? Un compte courant, c'est tout simplement, j'ai une société civile, cette société civile va acquérir un bien, elle emprunte, elle peut emprunter auprès d'une banque, elle peut emprunter auprès de moi, c'est moi qui lui prête l'argent, donc je dispose d'une créance sur la société, c'est ça le compte courant. Et ce compte courant, on me dit que dans un certain nombre de cas, qui sont tous différents, on a plusieurs cas. Il ne pourra pas être déduit, c'est ça? Il ne peut pas être déduit, c'est-à-dire que en plus, le calcul dans le cas des sociétés est encore plus compliqué que ça. On ne chasse pas uniquement la valeur de l'immobilier qu'on attrairait en dehors de la société et qu'on taxerait. Non, on va d'abord calculer la valeur de la société en tenant compte à l'intérieur de la société des actifs taxables et des actifs non taxables. Ouais. Hypothèse, j'ai un bien immobilier qui représente 80% de la valeur de la société. Et j'ai également des actifs mobiliers, des valeurs mobilières, des titres de placement, de l'argent en banque qui représente 20% de la valeur. Ouais. Je ne vais prendre comme valeur de l'entreprise, je vais prendre un coefficient, et ce coefficient, il va être uniquement de 8 dixièmes, puisque j'ai 80% d'actifs immobiliers. Donc ça, c'est le premier calcul. Rien d'aberrant. Mais ensuite, vous devez appliquer à ce coefficient, vous devez appliquer le pourcentage qu'un associé détiendrait et l'exclusion que l'on fait du compte courant qu'il aurait déposé dans la société. Et là, ça devient problématique. Et là, ça devient plus compliqué, parce que, en plus, la définition n'est pas la même. Dans un certain nombre de cas, on vous dit que on prend le foyer fiscal au sens de l'IFI. Le foyer fiscal au sens de l'IFI, c'est les couples mariés, le PACS, le concubinage notoire et les enfants mineurs. Dans un autre cas, on vous dit, ce sont... Donc on aura exclu les enfants majeurs attachés, parce que si vous vous souvenez, dans l'ISF, dès lors qu'un enfant était majeur et s'il était propriétaire, quand bien même il était rattaché, puisqu'on peut être rattaché jusqu'à l'âge de 25 ans si on est étudiant et si on en fait la demande au foyer de ses parents, on excluait dans tous les cas le patrimoine des enfants. Donc on pouvait dire que dans cette logique, on faisait une distinction entre le foyer au sens de l'impôt sur le revenu et au sens fiscal. Mais là, on nous dit dans un cas c'est vrai, mais dans un autre cas on nous dit non. On exclut les comptes courants qui sont détenus par la personne physique et également au profit des membres du groupe familial. Et dans le groupe familial, c'est quoi? C'est les enfants, les parents, les ascendants. Donc on élargit le cercle. Donc on a déjà un problème d'interprétation. Et ces éléments-là font que
pour des réflexions que nous avons pu avoir en interne au cabinet, supposons un père qui est 60% d'une société, le fils 40%, ben dans un certain nombre de cas, on peut admettre qu'on exclut la totalité du compte courant, si on a un compte courant de 100, et dans un autre cas, on l'exclut pour le père, mais pas pour le fils, où on dit par exemple pour le fils, je tiendrai compte de 60%, c'est-à-dire la quotité du père, et à l'inverse, pour le père, je ne tiendrai que 40% à la quotité du fils. On ne sait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a un article des Échos aujourd'hui qui va dans le sens de ce qu'on avait prévu de faire, parce que ce sujet-là, ça fait plusieurs jours qu'on travaille dessus, notamment chez vous, mais derrière, il y a des zones d'ombre, et c'est plus complexe que ce qu'on nous avait vendu, comme un pot qui devait juste se limiter à l'immobilier. Non, il y a des subtilités sur la déductibilité des dettes, on l'a vu, avec les comptes courants d'associés, avec l'exonération des biens professionnels. Le prêt in fine. Alors, on va revenir sur les biens professionnels, mais le prêt in fine, on dit que le prêt in fine, on ne peut pas le déduire. On rappelle le prêt in fine que, le prêt in fine, c'est un prêt pour lequel je prends un capital. Ce capital, je le rembourserai à un terme dans son entièreté. On ne paye que les intérêts pendant la durée du crédit. On perd que les intérêts. Et ça, en matière de trésorerie, c'est quelque chose qui est utilisé parce que ça évite d'amortir le prêt, c'est-à-dire de rembourser et du capital et des intérêts. Et pour des raisons simplement économiques, tous les mois, je veux ne rembourser que les intérêts. Donc, je le rembourserai à terme, et parfois, je l'adosse, par exemple, à un contrat d'assurance vie qui, lui, grossit avec le temps. Là, on me dit... Dans l'espoir que le contrat d'assurance vie grossisse plus vite que les intérêts. L'espoir n'est pas toujours récompensé. C'est sûr, mais c'est un autre sujet. Ça. Alors, et là, si je détiens en direct mon prêt in fine, il est amortissable. C'est-à-dire que je vais ne pouvoir déduire tous les ans que la quotité qui correspond à une fraction du temps passé. Mais si je le détiens directement dans une société, là, il est déductible intégralement. Bon. C'est tant mieux, c'est favorable dans un sens, mais c'est bien. Ensuite, il y a la question de société opérationnelle et la question d'outils professionnels. On me dit que les actifs qui seraient affectés à une activité professionnelle ne sont pas taxables à l'IFI. Mais opérationnel, ça ne veut pas dire que c'est professionnel au sens comme avant. Et un des intérêts de l'IFI, je pense, c'était d'éviter de tirer sur les chefs d'entreprise ou les propriétaires d'activités professionnelles et d'avoir toujours à renouveler le point de savoir si oui ou non c'était une activité professionnelle exonérée, est-ce que ça ne l'était pas, est-ce qu'on remplissait les conditions, alors que quand on vit d'un bien et qu'on finissait par trouver des mécanismes, vous aviez la grand-mère qui était usufruitière, qui était présidente du conseil de surveillance, qui touchait un chèque tous les mois et qui signait 3 papiers, on disait « Ah, c'est un bien professionnel exonéré ». C'est-à-dire à quel point le sujet était complexe, mais détourné, donc finalement il n'avait plus la même portée. Là, on a une question qui est le point opérationnel. Donc, dans ce cadre-là, on pourrait dire que dans une activité agricole, et l'activité forestière est une activité agricole, eh bien, évidemment, est-ce que la terre est nécessaire à l'exercice de mon activité? Est-ce que c'est bien une activité opérationnelle? Oui, je dirais qu'à ce moment-là, les biens qui sont dans les groupements forestiers deviennent exonérés, sans être pour autant des activités professionnelles, au sens où j'en retirais la majorité de mon revenu professionnel. Mais c'est plus compliqué, pour la question des loueurs en meublé professionnels. Ouais. Est-ce que oui ou non? Et là, dans l'ancien texte... Pourquoi que je comprenne pourquoi? Eh bien parce qu'on vous dit que si l'on veut que l'activité de loueur en meublé devienne professionnelle, il faut que le revenu de l'activité tiré de l'activité de loueur en meublé professionnel soit supérieur à tous les autres revenus du foyer fiscal. Ouais. Le foyer fiscal, et normalement ce sont les revenus professionnels, mais là le texte, restrictif, c'est ça? C'est assez restrictif. Donc c'est assez difficile de considérer qu'on sera vraiment, si on ne fait pas que ça... L'enseignement, tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on manque de temps, l'enseignement c'est quoi? C'est que c'est un casse-tête maintenant cette IFI pour les contribuables qui y sont assujettis, et notamment pour vous aussi, parce qu'il y a des zones de flou, parce que tout ça n'est pas clair et qu'on attend la parole de l'administration fiscale. Pour autant que la parole soit juste, c'est-à-dire que la parole de l'administration, je ne sais pas si elle va être conforme à la loi. C'est l'interprétation de la loi par l'administration fiscale. Donc on peut imaginer, c'est une imagination, mais que le ministère s'y intéresse et traduise un certain nombre de choses. On pourra avoir deux choses, soit des choses très très claires et très favorables parce que dans le sens de la loi. On le saura dans un mois. On le saura le 8, soit des choses moins claires et qui seront dans le sens de l'administration fiscale, soit des choses pas claires du tout, et débrouillez-vous, parce que finalement, je ne veux pas prendre ma position maintenant, et je la prendrai dans 3 ans, et évidemment, ça me fera plus de redressement. Ça laisse sujet à interprétation, discussion, et donc redressement peut-être. Alors, peut-être qu'une des astuces, ou une des règles, c'est une règle de droit qui existe, c'est la notion de mention express, c'est-à-dire que j'exprime à l'administration le cheminement qui m'a amené à prendre telle position, ce qui évite que je paie des intérêts de retard dans certains cas ou des pénalités dans d'autres, mais au moins je m'exprime clairement en disant voilà, ma position c'est celle-ci, je ne la cache pas et je suis le raisonnement qui est celui-là. Ça, c'est quelque chose qui permet de discuter peut-être avec l'administration en évitant des tracasseries. Il est complexe, on est d'accord, réponse par vous, pardon. Il est complexe cet IFI, et il est source de, il est casse-tête pour les contribuables et pour les conseils qui vont avec. Et pour les conseils aussi. Bah oui, parce qu'ils vont même si c'est leur métier. Donc ils bossent. Allez, merci à vous. Merci Maître David. Jérôme Barret, avocat associé au cabinet Franklin. Merci pour ces explications. Merci David.